63 morts selon Moscou, 400 selon Kiev. L'armée russe reconnaît des lourdes pertes dans une frappe ukrainienne la nuit du Nouvel An. Pour certains Britanniques, c'est le temps du désenchantement. Selon une étude commandée par The Independent, 65% aimeraient un nouveau référendum sur le Brexit. L'heure est au recueillement dans le stade de la Vila Belmiro à Santos, dans le sud-est du Brésil. Le stade symbolique où Pelé a forgé sa légende lui rend un dernier hommage, ouvert au public. L'attaque ukrainienne du 31 décembre se serait produite ici, à Makivka, près de Donetsk, zone occupée par les forces russes. Kiev affirme que 400 soldats ont été tués dans ces frappes. Moscou, qui ne donne que très peu d'informations depuis le début de la guerre, a reconnu des pertes, mais moins nombreuses que ce qu'affirme l'Ukraine. 63 militaires russes ont été tués après une frappe de 4 missiles à tête explosive sur un point de déploiement temporaire, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense. Une assistance sera fournie aux proches des militaires décédés, a-t-il dit. Les forces d'occupation russes ont affirmé que des frappes ukrainiennes survenues après le Nouvel An avaient fait au moins 1 mort et 15 blessés dans l'est du pays, où se concentrent les combats les plus violents. L'Ukraine, pour sa part, a fait état de bombardements russes sur Kiev et d'autres villes samedi, dimanche et lundi, qui ont fait 5 morts et une cinquantaine de blessés. Des bombardements qui ont de nouveau provoqué des coupures de courant, notamment dans la capitale ukrainienne. Le pari est de provoquer l'épuisement du peuple ukrainien, a déclaré Volodymyr Zelensky, l'épuisement de notre défense aérienne et de notre secteur énergétique. Alors que la guerre dure depuis bientôt 11 mois, un sommet doit se tenir le 3 février entre Kiev et Bruxelles, avec au menu un plan d'aide financière et des nouvelles livraisons d'armes. Gazprom a annoncé ce lundi ses résultats pour l'année 2022. Sans surprise, son niveau d'exportation de gaz vers les pays occidentaux a considérablement baissé, moins 45,5% par rapport à l'année précédente. Après des sanctions économiques prises par l'Occident contre la Russie en réaction à son intervention militaire en Ukraine, Moscou a fortement réduit ses exportations d'hydrocarbures vers l'Union européenne. Pour compenser, elle se tourne vers la Chine, importante consommatrice d'énergie. Fin décembre, Vladimir Poutine a ainsi lancé l'exploitation d'un vaste gisement situé en Sibérie qui doit permettre d'augmenter ses exportations. La Russie prévoit également la construction, dès 2024, d'un nouveau gazoduc via la Mongolie. La présidente du Parlement européen a lancé une procédure d'urgence pour lever l'immunité de 2 députés européens suite à une demande des autorités judiciaires belges. Les 2 eurodéputés seraient impliqués dans une affaire de corruption au profit du Qatar qui a provoqué une onde de choc au Parlement européen et des tensions entre l'Émirat et l'UE. Dans un tweet, Roberta Metsola affirme vouloir lutter contre l'impunité au sein de l'Assemblée, mais ne donne pas les noms des élus incriminés. Il s'agira en fait du Belge Marc Tarabella et de l'Italien Andrea Cozzolino. Tous 2 sont membres du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement. La vice-présidente du Parlement, l'eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, a été arrêtée par la police belge en décembre dans le cadre de l'enquête. Elle et 3 autres personnes ont été inculpées pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Au total, lors des perquisitions courant décembre, les enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5 million d'euros en liquide, saisis notamment au domicile d'Eva Kaili, ainsi que dans une valise transportée par le père de celle-ci. 2 ans après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les Britanniques regrettent-ils le Brexit ? C'est en tout cas ce que laisse penser un article publié par le journal britannique The Independent. Le quotidien 100% en ligne base son opinion sur plusieurs études récentes qui révèlent qu'une majorité pense que le Brexit se passe mal. Une étude commandée à l'Institut de sondage Savanta indique que 54% estiment que le Brexit était une mauvaise décision, contre 46% l'année dernière. L'augmentation des prix des denrées alimentaires et des factures de l'énergie pèse fortement sur le quotidien de la population et met en difficulté les autorités qui ont aussi du mal à tenir leurs promesses pré-Brexit, notamment celle d'une lutte efficace et respectueuse contre l'immigration clandestine. Preuve en est, 5 gouvernements se sont succédés depuis le référendum sur le Brexit en juin 2016. Toujours d'après les données récoltées par Savanta, près des 2 tiers des Britanniques interrogés se disent désormais favorables à un nouveau référendum sur le retour dans l'Union. Ils sont néanmoins divisés sur l'année pour le faire.
Deux députés de l'opposition sénégalaise ont écopé lundi de 6 mois de prison ferme. Ils ont été condamnés pour avoir frappé à l'Assemblée nationale une élue de la majorité. Ils avaient, le 15 décembre dernier, pris à partie leurs collègues au sujet de déclarations qu'elle avait faites contre Moustapha Sy, homme politique et influent marabout. L'incident est symptomatique des tensions entre l'opposition et la majorité, ainsi que du statut intouchable des marabouts dans la société sénégalaise. Environ 40 000 fidèles ont rendu un dernier hommage à Benoît XVI ce lundi. Une longue file s'est formée jusqu'à 19 h pour accéder à la basilique Saint-Pierre du Vatican, où se tient une chapelle ardente. Le corps du pape émérite restera visible jusqu'à mercredi avant ses funérailles prévues pour jeudi. La cérémonie sera célébrée par le pape François. Ce lundi, des représentants des autorités italiennes ont fait le déplacement à la basilique, notamment le président de la République Sergio Mattarella et la première ministre Giorgia Meloni. Pendant 24 heures, les nombreux admirateurs de Pelé peuvent s'approcher de leur roi et le saluer une dernière fois. 4 jours après sa mort, à 82 ans, le cercueil du Brésilien se trouve au centre du stade de la Vila Belmiro qu'il a vu grandir à Santos, dans l'état de Sao Paulo. C'est ici que le génie du ballon rond a joué pendant près de 2 décennies dans ce club qui a publié sur les réseaux sociaux: comme il l'a toujours voulu, notre roi éternel Pelé fait ses adieux à Vila Belmiro, sa maison près de son peuple. Parmi les personnalités présentes, le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a annoncé vouloir demander à tous les pays du monde de baptiser un stade au nom du triple champion du monde. Les stars internationales du football, Neymar et Cristiano Ronaldo, qui avaient rendu de vibrants hommages à leur idole sur les réseaux sociaux, ont envoyé des fleurs. Toutefois, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar, n'a pas prévu de se rendre à Santos et est représenté par son père. Mardi matin, après cette veillée funéraire publique, une procession se déroulera dans les rues de Santos avant l'enterrement réservé à la famille. Elle est la légende parmi les légendes du tennis féminin. Martina Navratilova va devoir faire face à 66 ans à son dernier combat pour vaincre le cancer. La célèbre joueuse américaine d'origine tchèque a annoncé lundi qu'on lui avait diagnostiqué 2 tumeurs malignes à la gorge et au sein. Elle a dû renoncer à s'envoler pour Melbourne où elle devait commenter l'Open d'Australie. Vainqueur de 18 tournois du Grand Chelem, Martina Navratilova a assuré qu'elle se battrait avec tout ce qu'elle a et à bon espoir. Les 2 tumeurs sont en phase de guérison, a-t-elle assuré. Star du tennis, elle a été numéro 1 mondial pendant 332 semaines entre 1978 et 1987. Martina Navratilova a déjà vaincu un cancer du sein en 2010. Elle commencera son traitement la semaine prochaine à New York. Les salles obscures françaises semblent reprendre des couleurs. En 2022, les cinémas ont récupéré un peu plus des 3/4 de leur fréquentation d'avant Covid, selon des chiffres dévoilés ce lundi. Mais le redémarrage reste fragile et en partie lié à la sortie du 2e volet de la saga Avatar. Alors les acteurs du secteur doivent redoubler d'imagination pour attirer des spectateurs. Dans ce complexe parisien, on a opté pour des salles dites premium, immersives et luxueuses. Ici, tout est fait pour proposer une expérience idéale au public. Les panneaux latéraux sont là pour fonctionner sur la vision périphérique, à savoir, quand vous conduisez par exemple, vous ne regardez pas toujours à droite et à gauche, mais vous sentez les choses qui arrivent à droite et à gauche. Et bien là, ça fonctionne exactement de la même manière. Dans cette autre salle francilienne, on parie sur l'éclectisme. De l'ancien, du neuf, du cinéma d'art et d'essai, des blockbusters américains, il y en a pour tous les goûts et à moindre coût. Ici, comptez 6 € au tarif plein, 4 au tarif réduit. Et la formule semble convaincante. Vraiment, le projet de ce cinéma qui est apparu ici il y a 7 ans, c'était de dire, si on rassemble toute la population et tous les meilleurs films de l'année dans un lieu, est-ce qu'on arrive à le faire fonctionner? Et en l'occurrence, la très bonne surprise de l'année 2022, c'est qu'on vient de réaliser la 3e meilleure année de notre histoire. Le président du Centre national du cinéma français s'est dit confiant pour l'année 2023 et espère un retour au niveau pré-pandémie.